Donc cette deuxième séquence, l'objectif c'est de parler du parcours de rénovation vu par les MAR suivant les différents profils. Donc moi je vais vous présenter le parcours tel que je le pratique en tant que MAR indépendant. Je ne vais pas trop m'attarder sur toutes les étapes que vous connaissez déjà, sur, voilà, qui est le cadre on va dire, réglementaire et juridique du MAR, mais plutôt sur les points que l'on ne voit pas ou qu'on n'arrive pas à anticiper tant qu'on n'est pas sur le terrain, tant qu'on ne pratique pas le métier, tant qu'on n'est pas bien dedans, quoi, et qui constituent des points de friction. Donc voilà, ça c'est l'organigramme qu'avait présenté l'ANA lors de la création du dispositif et qui est en gros une trame théorique. Voilà, qui part du contrat, de la signature du contrat et la première visite avec le diagnostic de situation initiale et la réalisation d'un audit énergétique. À l'issue de cette première visite, une possible réorientation vers des instances avec des personnes qui sont agréées pour du parcours renforcé lorsque le ménage est en situation de logement indécent ou d'autres critères de difficulté. Dans le cadre du parcours qui se poursuit traditionnellement, il y a l'élaboration du projet de travaux avec la création d'un plan de financement pour ensuite accéder à l'aide du montage du dossier et de demande de subvention. Ensuite, le suivi de la réalisation, toute cette partie de conseil. La deuxième visite qui permet de faire la vérification de cohérence des travaux, entre les travaux et les factures. La remise du carnet d'information de logement avec les explications sur les consommations et la nouvelle façon d'habiter le logement. Et enfin, arriver à l'attestation de fin de prestation MAR. Donc, le dispositif MAR a été imaginé avec une orientation des ménages avant arriver vers le MAR, qui se passe dans un espace Conseil France Rénov'. Donc, moi, j'ai pris ce même diagramme et j'ai fait un peu pointer les choses que l'on ne voit pas du tout, ou que l'on n'anticipe pas et qu'il est important d'intégrer dans sa démarche pour ne pas rencontrer des difficultés. Donc, il y a un premier point, c'est avant le contrat ménage. En fait, il y a un énorme travail qui va se passer avant. Ça va être la qualification du ménage, son orientation vers quel type d'aide, parce que quand un ménage vous contacte en tant qu'accompagnateur rénov', peut-être que son projet n'est pas du tout adapté à un parcours accompagné, mais à autre chose. Il n'est pas informé, et il n'est pas sachant, donc il y a tout cet aspect-là. Donc l'accompagnateur a un gros travail d'information et de qualification que l'on verra, que je vais vous présenter par la suite. Ensuite, il y a... on voit que théoriquement, lors de la première visite, il y a un diagnostic de situation initiale qui va conduire à une possible réorientation. Pour moi, quand je vois ça, je dis anticiper, à éviter, c'est trop tard. En fait, si vous êtes en tant que marque, que vous avez contractualisé, que vous avez fait un travail de mise en relation, calage d'un rendez-vous, et que vous arrivez pour aboutir à ça, c'est qu'en fait, vous n'avez pas assez anticipé votre travail. Et pour moi, en tant qu'accompagnateur, du coup, on revient à cette étape-là qui est très importante pour qualifier votre ménage, votre projet, établir déjà un plan de financement qui tienne la route, qui soit lisible pour le ménage, qui soit viable et dans lequel lui, il peut s'engager pour ensuite vous pérenniser votre mission et s'assurer que vous allez être tranquille dans votre mission. Ensuite, voilà, là on parle de l'élaboration du projet de travaux, du plan de financement. Trop tard. Si vous avez fait tout ce travail d'audit, de travail pour proposer un plan de financement à cette étape et que votre ménage dit « Ah oui, non mais je ne peux pas le financer. Je peux pas, le reste à charge trop important. Si je n'ai pas l'avance d'aide, je ne peux pas le financer. Dans la théorie, tout va bien, mais je ne peux pas faire l'avance d'aide dans le cadre de ménage intermédiaire ou supérieur. » Pour moi, là, il y a quelque chose de problématique. Donc, on revient à ce point ici, là, en amont de qualification du ménage, de création d'un vrai diagnostic de situation initiale en posant toutes les questions sur quels sont les projets qui peuvent être envisagés, quels fonds dispose le ménage, qu'est-ce qu'il peut avancer. Voilà, tout ce travail de qualification qui est très important. Aide au montage du dossier de demande de subvention. En réalité, c'est montage du dossier de demande de subvention. Ce n'est pas une aide, hein, on fait tout en tant que MAR. Donc ça, c'est hyper important. Je le signale parce que c'est très chronophage. Ça demande d'être très méticuleux.
Ça demande Enfin, il y a beaucoup d'instructeurs à la salle, donc c'est chouette d'en parler parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours et avant d'être vraiment sur des rails, sur la gestion de tes dossiers, ça demande une vraie pratique et de vrais échanges avant d'être vraiment professionnalisé là-dessus. Et ensuite, pour finir, toute cette dernière partie qui concerne la deuxième visite, la cohérence des travaux, qui permet de faire la vérification de la cohérence des travaux et la remise du rapport de fin de prestation, en fait, c'est un travail c'est un gros volume de travail parce que déjà, il faut s'assurer que le ménage mène les travaux jusqu'au bout, c'est-à-dire drive les entreprises, cale des dates, fasse faire les interventions dans des bonnes conditions, dans une bonne temporalité, dans une bonne coordination au niveau du temps, d'enchaînement des travaux, pour aboutir en fait. Parce que l'objectif, c'est d'aboutir. Tant que vous aboutissez pas, vous n'avez pas fini votre mission, et c'est quand même un gros morceau. Et puis ensuite, à la fin de prestation, vous allez remettre énormément de documents. Il y a le rapport de fin de prestation, vous allez remettre à jour l'audit énergétique, vous allez mettre à jour votre plan de financement, il y a le carnet d'information de logement qui contient les factures, vous pouvez y mettre aussi les attestations RGE, les attestations d'assurance si vous êtes très méticuleux pour que le ménage soit assuré sur les prestations qu'il a achetées. Si une entreprise disparaît, au moins vous avez l'attestation d'assurance pour faire valoir ça. Et il faut que tous ces documents soient cohérents entre eux. C'est-à-dire que le moindre écart, la moindre faute de frappe, le moindre de choses entre tous ces documents remet en question votre rapport de fin de prestation, votre fin de mission. Et voilà, on repart sur un travail de production qui est énorme. Donc, je trouvais intéressant de parler de ces sujets-là parce que c'est un peu les retours qu'on a eus de la communauté des mares, sur laquelle on a documenté beaucoup ces étapes et sur laquelle on a fait un effort d'intelligence collective pour essayer de produire des supports et produire une méthodologie de travail qui est orientée là-dessus. Marius Lapis s'inspire aussi beaucoup de ça, parce que c'est beaucoup d'allers-retours, de constats et de questionnements et de réponses technologiques à ça. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager un peu ce retour là-dessus. Donc, je vous disais, le premier travail, on va dire l'entrée en matière pour le MAR, ça va être le premier contact avec le ménage, qui lui va conditionner énormément derrière la pérennité d'une mission. Donc, on va dire le cadre théorique, c'est des ménages qui sont passés par un espace conseil France Rénov', qui a qualifié votre ménage et qui vous envoie, vous en tant que marque, qui vous envoie le ménage, donc vous met en relation, et là, vous pouvez prendre en charge et créer votre mission. Ça, c'est des conditions idéales, parfaites. C'est 1 sur 10, c'est super. Donc, autant de vous dire qu'il y a une grosse part de votre travail à structurer et à imaginer pour bien gérer cette première étape de prise de contact. Alors moi, je vous partage mon expérience personnelle et ce que j'ai pu partager avec d'autres accompagnateurs, c'est qu'il y a aussi la prise de contact direct, c'est des ménages qui veulent faire des travaux de rénovation énergétique, qui ont entendu parler de différents dispositifs ou ont échangé avec des entreprises, et vous contactent directement parce qu'ils vous trouvent sur Internet, tout simplement. Et là, il y a un travail important qui est d'informer, de conseiller, de réorienter si, en fait, les travaux qu'ils souhaitent faire ne sont pas un parcours accompagné, mais, allez, je vous le donne en mille, changer la pompe à chaleur, c'est tout. Il y a beaucoup de ménages où ils veulent juste changer le mode de chauffage et ils essayent de gratter vers le parcours accompagné, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément ça. Donc ça, il y a beaucoup. Donc la prise de contact direct, il y a tout un travail de qualification qui est très important. On va le voir par la suite, comment la méthode que moi j'ai pris, que moi j'ai construite. Ensuite, on a des ménages qui vont être orientés par des entreprises. Il faut savoir que les entreprises de rénovation, ils ont une grosse force de frappe commerciale, de prospection. Et ils rentrent en contact avec les ménages et ils ont cette capacité à qualifier, à faire une offre de travaux et connaissent votre métier, donc vous mettent en relation. Donc là, en tant que MAR, vous avez ce rôle déjà de prise en main du ménage, d'information, de qualification encore, d'analyse des devis, de l'offre commerciale. Des fois, vous devez détricoter pour reconstruire un projet, pour faire vraiment votre travail de conseil et vérifier aussi que l'offre et l'artisan qui vous met en contact, est-ce que c'est des artisans que vous connaissez, qui travaillent bien, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est inconnu. Donc,
c'est pas le cadre théorique. C'est des ménages, c'est des projets qui sont plus avancés, mais sur lesquels il y a tout un travail d'analyse qui est très très important. Je mets un petit warning parce que en fait, on peut avoir des projets de travaux engagés par des ménages qui peuvent être parfois biaisés, sur lesquels il n'y a pas eu de conseil. Donc vous arrivez un peu tardivement dans cette mission. Et vous venez à ce moment-là faire votre travail de conseil. Donc il faut arriver à mon sens, hein, à réexpliquer les choses, à recentrer les choses autour du ménage et pas autour de l'entreprise pour dire, bon, bah, nous, en tant qu'accompagnateur, on vous conseille, on va avoir un regard critique sur l'offre de travaux, sur le devis qui vous a été formulé. Peut-être que ce ne sera pas celui-là, mais en tout cas, voilà, il y a un jeu délicat et subtil à avoir avec le ménage sur l'offre de travaux et l'approche qu'il a avec eux. Pour qu'il soit toujours bien conseillé. Dites-vous que vous êtes son repère, son conseil, c'est la mission qui nous a été donnée, donc il y a un travail sensible là-dessus. Et ensuite, on a beaucoup de marre, bah, vous l'avez sans doute constaté depuis que vous avez votre agrément, on est contacté directement par des entreprises RGE, des entreprises de rénovation globale. C'est même pas les ménages qui vont vous contacter, et donc il va y avoir des propositions des fois assez folles et bon, carrément en dehors du cadre légal. Et donc c'est à vous aussi de prendre du recul, prendre de la distance là-dessus. Il y a des entreprises qui font, ça existe des entreprises qui font du bon travail d'information et de qualification et qui sont des entreprises qui font de la rénovation globale depuis des années, qui connaissent bien leur métier. Dans ces cas-là, on peut avoir des projets intéressants. Vous gardez en tant qu'accompagnateur, en tout cas moi c'est ma politique, c'est toujours garder cette part d'indépendance et de regarder si les offres sont intéressantes, s'il faut les remodifier pour les adapter vraiment aux besoins du ménage, voir si le ménage est bien convaincu par l'entreprise qu'elle souhaite faire travailler, est-ce que c'est bien adapté. Donc là, je mets 2 warnings parce qu'il y a une grosse sensibilité quant à voilà, quand un ménage vous s'adresse à vous avec une offre de travaux qui est globale et sur laquelle vous devez apporter un conseil, un regard critique, quitte à le réorienter vers d'autres solutions. Donc là, quand je parle d'entreprise RGE, il y a de tout. Il y a des entreprises qui font du travail de qualité, d'autres de moins, et d'autres carrément, c'est l'enfer, quoi. Donc il faut vraiment, enfin, pour dire les choses comme elles sont. Donc il y a un gros warning sur ces cas de figure-là. Mais ça peut se passer aussi bien. Je disais, un gros point de sensibilité quant à la mission MAR, pour moi, c'est la qualification du ménage et le projet de rénovation. Donc, c'est ce qui va se passer en amont de la signature du contrat de la première visite. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous assurer de la pérennité d'un contrat et d'une mission jusqu'au bout. Si vous ne validez pas ces aspects-là, au tout début de votre mission, vous prenez des risques à ce que celle-ci elle n'aboutisse pas ou qu'elle aille vers une impasse parce que le ménage finalement n'est pas éligible ou parce qu'un projet n'est pas éligible. Vous aurez engagé des frais d'études que l'on va vous demander potentiellement de rembourser parce que vous n'avez pas... voilà, cette phase de conseil n'a pas été assurée jusqu'au bout. Donc pour moi, il y a 3 points très particuliers. C'est la qualification du ménage, hein, comme d'habitude, hein, voir la catégorie de revenus, sa capacité à emprunter si elle doit financer le reste à charge par un éco-PTZ, sa capacité à faire et à assumer des travaux chez eux, hein, quand on fait par exemple de l'intervention en site occupé, de savoir si le ménage a bien conscience de la complexité d'un projet de rénovation et est prêt à aller vers ça. Toutes les particularités de SCI, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, achat de HLM, enfin il y a plein de cas de figure, donc il ne faut pas hésiter à poser toutes les questions pour être sûr que toutes les cases sont cochées, au moins faire un maximum de travail. Ensuite, il y a l'appréciation du logement et l'évaluation d'un projet. Avant d'engager un contrat, il faut vraiment poser toutes les questions sur comment est la maison, de quelle année, comment elle est chauffée. Enfin, c'est presque un audit avant l'audit, dans le sens que, moi, mon objectif, c'est que quand je vais sur place, j'ai le moins de surprises possible pour pas aboutir à un audit qui finalement aboutit à aucune éligibilité au parcours accompagné. En tant qu'accompagnateur ENAV, l'idée, c'est d'aller au bout et de pouvoir proposer un parcours accompagné qui convienne et qui soit adapté au projet. Donc pour moi, il y a un gros point ici de préqualification du logement
parce que c'est bien ça l'objectif, c'est de veiller à ce que le logement puisse être rénové. Et ensuite, point sensible et très important, le triptyque, c'est le montage financier envisagé. Je vous parlais tout à l'heure du fait que le plan de financement, s'il arrive après l'audit, bah, vous êtes mort une fois sur deux, parce que en fait, vous ne vous êtes pas assuré, d'une part, que le ménage souhaitait engager de tels montants, était en capacité de financer un reste à charge, de souscrire à un prêt à taux zéro ou d'autres types de prêts. Donc, il y a toutes ces questions à poser, tout ce montage. Et pour tout vous dire, moi, dans ma pratique, dès le premier rendez-vous, avant même de signer un contrat, j'établis un pré-plan de financement, même si ce n'est pas forcément ces travaux-là qui vont être engagés, mais donner un peu un volume, un ordre d'idée sur les montants qui vont être engagés dans un parcours accompagné pour sentir la température et voir si les personnes en face sont bien conscientes de ça et sont prêtes à aller dans cette direction. Et en fait, tout ce triptyque, ça va permettre de cristalliser un projet et vous assurer que l'on va pouvoir signer un contrat. Donc tout ça, c'est avant la signature du contrat. En termes pratiques, moi, à l'agence, je réalise une visio avant tout démarrage de contrat, toute signature, une visio avec le ménage ou un rendez-vous sur site, mais la plupart du temps, ça se fait en visio. Ça permet de prendre connaissance. Ça dure une demi-heure mini. Ça permet de parler de tous ces sujets-là, de présenter, d'afficher de tous les guides des aides de l'ANA, de pouvoir afficher le pré-plan de financement. Ça permet de s'assurer de tout ce qu'on vient de se parler. Et cette synthèse, ce formulaire qui permet de qualifier le logement avec toutes ces informations, je le transmets au ménage en parallèle d'un contrat d'accompagnement. Et en fait, le ménage a le temps de réfléchir. Elle a été informée sur la mission MAR, a été informée sur tous ces aspects-là, a été informée sur tout l'aspect financier, et du coup peut s'engager après réflexion et en toute tranquillité. Je propose après. Du coup, je parlais du pré-plan de financement. Nous, alors ça, c'est une première structure qu'on avait construite sur Maïus. L'idée, c'était de distinguer des projets de travaux envisagés avec une liste de travaux et de frais d'accompagnement. Les aides éligibles qui vont être relatives à la qualification du ménage et des travaux qui sont envisagés. Le financement du projet, donc avec comment se répartit le reste à charge après les aides, donc soit avec un éco-PTZ, un prêt bancaire classique, le financement en fonds propres. Et après, une partie analytique sur les dépenses énergétiques avant-après travaux. Alors cet aspect-là, il apparaît plus une fois que vous avez fait l'audit énergétique et que vous avez pu simuler, faire un comparatif entre consommation réelle et estimation de consommation après travaux. Mais j'ai envie de dire, cette partie-là, c'est quelque chose que je réalise très rapidement dans la mission, avant même d'engager l'audit énergétique et tout ce qui vient, parce que c'est ça qui va permettre de cristalliser et d'avancer, de pérenniser un projet de travaux. Ensuite, dans les étapes clés, je disais pas aide montage du dossier, c'est montage du dossier de demande de subvention. Donc il y a différents profils, vous les connaissez, suivant si on est sur le portail MaPrimeRénov' pour les catégories de revenus intermédiaires ou supérieurs. Si vous êtes sur mon projet ANA pour les revenus modestes ou très modestes. Et puis après, pour ceux qui souhaitent faire l'éco-PTZ, il y a le dossier éco-PTZ. Donc en tant qu'accompagnateur, vous êtes au moins sur ces 3 volets. Si ce n'est plus, s'il y a des aides locales, notamment Toulouse Métropole, qui demandent des dossiers bien. Et ensuite, la grosse difficulté de ça, c'est que vous allez avoir plein de documents de nature différente sur lesquels il faut avoir une cohérence et une complétude des informations. Donc, moi, les premiers dossiers, il y avait 1000 coquilles, et puis après, on épure, et puis maintenant, à la fin, on a fait un logiciel parce qu'on n'y arrivait plus. Et du coup, maintenant, ça marche plutôt bien. Il y a des dossiers qui passent très bien, on a plus d'adhésion. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai enjeu dans la constitution des dossiers, parce qu'il y a une multitude de documents, il faut que tous les éléments d'information se recoupent entre eux. Et à chaque fois qu'il y a une évolution du projet, un devis évolue, une prestation de travaux évolue, c'est tout ça qui est remis
remis en jeu et qui doit se reconstruire. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait le logiciel. Ça a permis de rationaliser tous ces aspects-là. Pour la partie Mon projet ANA, la particularité, c'est que vous faites le dépôt et le renseignement du dossier sur la plateforme. Donc, vous instruisez, vous préinstruisez le dossier. Vous faites le dossier à la place du ménage qui va ne faire que valider, infirmer ou confirmer votre projet. Donc, il y a une part plus importante du ménage. Donc là, c'est encore plus de données que vous allez rentrer. Donc nous, on n'a pas la main sur Mon projet ANA. Peut-être un jour, on aura les connexions entre notre application, on verra. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a deux supports. Mais déjà, avec tout ce que génère Marius, ça nous permet d'avoir tous les bons renseignements à transposer sur Mon projet ANA. Et puis EcoPTZ, donc c'est un dossier qui est un peu différent. C'est des formulaires bancaires. Donc il y a un peu moins d'informations, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours ce souci de complétude, c'est-à-dire qu'une banque, dès que les données, le numéro SIRET ou le montant n'est pas le même sur un document sur l'autre, de l'un à l'autre, c'est un dossier qui est retoqué et c'est autant de semaines que vous allez perdre. Donc il y a vraiment un gros enjeu sur la façon de constituer des dossiers recevables. Il y a quelques instructeurs à la salle, c'est leur métier de vous donner des fois des mauvaises nouvelles en disant ça c'est pas bon, mais c'est normal. Hein, l'idée, les subventions publiques sont tellement importantes que c'est normal qu'il y ait un tel contrôle et que ça soit bien fait. Donc dans le souci de bien faire, c'est un sujet hyper important dans la pratique du métier de terrain. Et pour finir, moi je voulais parler du rapport de fin de prestation parce que c'est vraiment l'étape sur laquelle il y a, ça est le dossier de demande de subvention et ça est le dossier de demande de subvention. Voilà, c'est la partie qui compile le plus d'informations, dans lesquelles il faut renseigner tout un tas d'éléments, tout ce qui a été effectué pendant la mission, le plan de financement mis à jour, l'audit mis à jour, les factures, les attestations de travaux mis à jour par rapport à s'il y a eu des évolutions. On génère toujours, sur la recommandation d'instructeurs de l'ANA, moi j'ai intégré dans ma pratique, puis après on l'a intégré sur Marius, la génération d'un reportage photo intégré au rapport de fin de prestation. Ça permet de pouvoir visuellement faire le comparatif de l'avant-après. Et puis il y a toutes les annexes, toutes les pièces. Donc il y a un gros volume de travaux ici qu'il ne faut pas minorer parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Et surtout quand vous êtes en fin de mission où le parcours a été long et laborieux, vous avez envie que ça finisse. Donc pour ne pas faire d'erreur, il y a un point de focus très important sur cet aspect-là. Je prends les questions. Bonjour. Bonjour. La question était par rapport aux visios que tu fais. Oui. Si, en moyenne, tu as 2 coups de téléphone par jour, est-ce que tu fais 2 visios gratuitement d'information? Écoute, je bloque entre 17h et 18h quasiment tous les jours. C'est bloqué en visio. Là, actuellement, j'ai au moins 4 jours par semaine. Là, actuellement, j'ai bloqué parce que j'ai des contrats en cours qui ne vont pas démarrer avant novembre. Ouais. Donc, en fait, pour être très franc, je travaille avec Google Workspace. C'est un environnement qui fait calendrier et qui permet de planifier des rendez-vous sur des créneaux très spécifiques. Et en fait, je vais ouvrir ou fermer la disponibilité en fonction des dossiers que j'ai à traiter. Si j'ai des dossiers en retard, voilà. Mais effectivement, c'est un énorme travail que de qualifier. Parce que cette première visite qui est dans le contrat MAR, ouais. Est-ce qu'elle ne peut pas être basculée avant? Parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. Mm-hmm. Ce que je fonctionne comme ça en tant qu'architecte et du coup en tant que MAR aussi. C'est-à-dire que je rencontre les gens sur place, je prends 1 heure avec eux, ça me permet de regarder l'état de la maison, de parler du plan de financement, mais je le facture. Et c'est annoncé d'entrée. C'est-à-dire que je ne donne plus de conseils gratuits, mais je prends le temps avec eux de regarder. Et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Après, ça montre aussi la démarche. Je pense que ça, c'est un peu sur la formule architecte libéral qui se faisait. Moi, je sais que dans les projets d'architecture, j'ai beaucoup pratiqué ça. Ça permettait de faire le tri des gens qui étaient vraiment motivés dans un projet. Ça permettait aussi de valoriser aussi notre vraie compétence.
nos vrais conseils qui, des fois, derrière, n'aboutissent pas sur une mission, mais ils ont vraiment pu préconstruire une faisabilité avec cette visite-là. Je ne suis pas sûr que ça soit trop l'esprit du parcours de rénovation énergétique avec le dispositif MAR, parce qu'il est fortement subventionné. Après, je ne dis pas que ce n'est pas comme ça qu'il faut le faire, mais après, chacun sa pratique. Moi, pour ces missions ces visios de qualification, pour moi, elles aboutissent quasiment tout le temps à une mission MAR. C'est assez rare que les gens soient au bout de 5 minutes, on le sait. Parce qu'en fait, en gros, avec le formulaire qu'on a construit sur Marius, qui est basé sur la pratique que j'ai et les autres partenaires, en fait, dès les 5 premières minutes de questions, on sait tout de suite si on est sur un parcours accompagné, si on est éligible, et après, on approfondit. Donc finalement, des fois, ça va s'abréger, mais plus ça va, plus je trouve que la population, les ménages sont qualifiés. En fait, ils ont plus connaissance du parcours accompagné. Elles sont bien informées par des entreprises. En fait, les entreprises aussi ont une meilleure connaissance du parcours accompagné. Donc, quand les clients viennent par le biais d'une entreprise, en fait, elles ont déjà eu pas mal d'infos. Enfin, moi, je trouve que finalement, là, ça aboutit assez bien sur des parcours accompagnés. Donc, voilà. Pardon. J'ai une question sur le plan de financement. Oui. Je crois qu'au niveau de vos missions, c'est obligatoire d'en faire un. Enfin, c'est prévu. Oui. Et là, je ne l'ai pas vu dans les pièces obligatoires, dans les différents dispositifs. Parce que juste la question, c'est voilà, est-ce que vous le faites systématiquement et à quoi ça ressemble en fait en pratique? Et accessoirement, est-ce que tout le monde fait pareil? Mais ça, c'est pas sûr d'avoir une réponse à ça. Dans les pièces obligatoires de la mission sur MaPrimeRénov' pour les intermédiaires et supérieurs, c'est l'attestation de travaux. En fait, ce qui est demandé en tant que pièce, c'est attestation de travaux, audit énergétique, les devis sur la plateforme. Nous, sur Marius, on génère systématiquement un plan de financement qui va comprendre le montant des travaux, hors taxes et TTC, le montant des missions d'accompagnement hors taxes et TTC, les aides éligibles, listées vraiment une par une avec les montants, le reste à charge en global et comment se répartit le reste à charge. En fait, sur la même trame qu'il y a sur mon projet ANA. Sur mon projet ANA, en gros, sur la plateforme, alors il y a plus sur les aides, il y a des fois c'est aide ANA, aide commune, aide AMO. Ça n'a pas tout à fait la même nomenclature, mais ça reprend cette trame. Mais c'est vrai que suivant le ménage, s'il est en modeste et très modeste, de toute façon, on le génère tout le temps, le plan de financement. Mais il va être renseigné et téléversé sur mon projet ANA. Par contre, sur maprimerénov.gouv.fr, les ménages ne s'en servent pas. Ils l'ont parce que nous, dans notre cadre de notre mission MAR, on le crée et on leur remet à disposition, mais ce n'est pas une pièce du dossier en tant que telle pour les demandes de subvention dans ce cadre-là. Donc, moi, ma question, c'était pourquoi vous perdez une demi-heure pour un travail qui est fait normalement par les espaces conseils? Pourquoi vous n'en profitez pas? Très bonne question. Alors, voilà, juste pourquoi vous ne profitez pas de ce service? Vous avez peur de les envoyer dans les espaces conseils non. Non, voilà, c'est juste ma question. Ah non, j'aime bien, j'ai mis mon chapeau de sorcière. En fait, moi, c'est une des premières questions que je pose. Est-ce que vous êtes passé par un espace conseil français Nov? Est-ce que vous souhaitez le faire? En fait, il y a c'est très rare qu'ils me disent oui, je vais y aller, je vais prendre rendez-vous et je reviens vers vous après. Parce qu'en fait, dans la pratique, les gens, ils sont pressés. Et nous, en fait, on a les questions à disposition, mais il y en a qui sont déjà passés par cet espace. Moi, je propose toujours, parce que je dis, j'ai pas forcément, notamment sur les aides locales, j'ai pas toute la connaissance fine encore. Ça viendra. Mais je pense que... C'était juste pour dire qu'il ne faut pas se perdre du temps, car en fin de compte, ils veulent faire du geste au lieu de faire à la rénovation globale. Après, c'est voilà. là-dessus que l'espace conseil peut vous Bien aider sûr. et faire gagner du temps aux marques, Ouais. pour pas qu'ils perdent justement avec leurs clients, qu'ils y aillent pour rien et tout ça. Voilà, c'est juste... En fait, c'est parce que aussi, la façon dont on est contacté, elle est très hétérogène. Et elle varie vraiment d'un ménage à l'autre suivant quelle info. Des fois, c'est l'oncle de machin qui lui a dit que peut-être je connais un MAR. Des fois, c'est une entreprise. Des fois, c'est des gens qui sont très documentés, très érudits. Ils ont tous leurs projets nickel. Ils n'ont pas besoin de passer par... Ils ont vraiment tout lu.
Et en fait, nous, en tant que MAR, on accueille un peu ça comme ça. Parce qu'en fait, comme je disais, le parcours théorique, il n'existe très peu, finalement. Et on a construit une pratique un peu en prenant sur le tard et en faisant ce rôle d'information qu'on ne devrait pas forcément faire. Effectivement, c'est la mission de l'espace conseil. Juste une information, sur le Muretin Aglo, il y a des places très rapides. Venez. Je fais ma pub. Ouais, voilà. Voilà. Mais je suis d'accord que en fait, ça devrait être la pratique courante, c'est qu'un ménage... Alors, c'est peut-être une histoire de communication ou d'accès à l'information par les ménages, de se dire, dès que j'ai une question de rénovation énergétique, dès que j'ai envie de faire un parcours accompagné ou par geste, j'ai des doutes, je passe par un espace conseil. Et ce message-là, pour l'instant, il n'est pas au cœur de tous les Français, encore. Voilà. Bonjour. Je me posais une question par rapport à votre slide. Comment vous pouvez envisager un plan de financement sans avoir réalisé l'audit? Parce qu'en fait, on a aussi... Alors, il y a Si je peux... Il y a l'expérience, un peu, beaucoup, en fait, d'avoir audité des dizaines de maisons. On a identifié quand même dans la pratique des typologies. Donc, on n'est pas juste à 100%, mais on va donner... Moi, par exemple, je vais donner un cas... pour un ménage, quand on commence... Des fois, ils ont des DPE, déjà. La moitié des fois, ils ont des DPE. Si ils sont pas tout à fait si on pouvait se baser sur tous les DPE, ça serait bien. Ouais. Mais bon. Mais moi, je pense que c'est un peu entre les DPE qu'il y a. On rajoute une note, enfin, on en supprime une note vers le bas, parce qu'ils sont souvent très optimistes. Après, il y a la pratique du métier qui veut qu'on n'ait pas trop, quand même, on arrive à voir juste sur la note initiale. De la même façon, avec les travaux qu'on envisage, on arrive assez justement à envisager une note finale après travaux. Et moi, je donne souvent un cas défavorable, un cas favorable. Je présente au ménage, on va dire, dans le pire des cas, vous aurez ça, et dans le meilleur des cas, vous aurez ça. Ça vous donne une jauge, et c'est avec ça qu'on peut partir comme une vraie information. D'accord, et donc dans vos abacs, en définitive, vous avez des montants moyens de postes de travaux qui permettent de jauger. Ouais, je pense que c'est propre aussi à chaque MAR de se dire, pour une maison de tant de mètres carrés, tel type de travaux, ça va représenter à peu près ça. Parce que quand on a eu 10, 15, 20, 30 devis pour le même poste, en fait, au bout d'un moment, c'est comme le travail d'architecte. Quand vous faites de l'économie de la construction, vous l'avez au bout d'un moment. Et c'est pareil, en fait. C'est juste transposé à la rénovation énergétique, à mon sens. Et la dernière, c'est les données de l'audit actualisées en fin de rapport. Vous actualisez un audit en fin de rapport? Oui. Pourtant, techniquement, l'audit ne doit pas diverger de l'instruction. Non, alors c'est rarissime, parce que souvent, l'audit que l'on va déposer au niveau de la demande de subvention, elle va être rattachée à tous des devis qui vont être validés. Vous avez une entreprise RGE qui coule dans le chantier, et finalement, on va poser une autre PAC un peu plus performante ou quoi que ce soit. Ouais. Là, vous allez pouvoir actualiser l'audit avec les nouveaux coefficients de performance. Peut-être que ça ne bouge rien au niveau de votre note, mais au moins votre audit va être en raccord avec les travaux qui ont été effectivement réalisés parce que vous remettez les factures. Et donc l'idée, c'est la cohérence de tout. Mais techniquement, l'instruction, elle est plus bonne. Oui, mais toujours bonne. Il faut toujours faire mieux. Mais après, je consulte les instructeurs, ça m'est jamais... Parce qu'il faut repasser techniquement l'instruction. Est-ce que c'est réinstruit? Oui, j'imagine. Oui. Et surtout plus encore en local que sur du national. Ça, c'est sûr. Je ne vais pas répondre pour les instructeurs. Parce que nous, on a le cas énormément. Donc c'est vraiment ça. On essaie vraiment d'être focus parce qu'on voit énormément de gens qui font des devis avant de réaliser l'audit. On voit énormément de confrères, qui vont dire faites des devis, on vous fait l'audit en fonction. Ça, c'est pas cohérent. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, si l'audit Mordicus, on a 115 mètres carrés d'isolation de murs par l'extérieur à faire, on ne peut pas avoir un devis à 135. Donc et c'est pour ça que l'audit, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre, parce que les données de l'audit actualisées, on ne peut pas actualiser. Pour moi, un audit, surtout en fin de prestation. C'est pas l'esprit, on est d'accord. C'est rare. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois. Mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté aussi dans le cadre théorique du parcours. Dans le décret du 22 décembre 2022.